Bonjour et bienvenue pour ce tout premier grand entretien de Lyon Décideur, le nouveau magazine économique lyonnais. Chaque mois en kiosque et par abonnement, Lyon Décideur, le mensuel des pouvoirs lyonnais, vous dira tout de l'actualité des décideurs avec des dossiers, des portraits, des indiscrets. Chaque mois aussi, nous vous proposerons un grand entretien avec un chef d'entreprise dans le cadre du club Lyon Décideur. Entretien à découvrir sur le site internet, évidemment, de Lyon Décideur et dans la version papier de Lyon Décideur aussi. C'est cela, un média 360 degrés. C'est Elisabeth Hérault, PDG de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, qui est notre première invitée. Bonjour madame. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons nous intéresser à votre parcours, mieux comprendre qui vous êtes, votre vision de dirigeante, votre vision de la transition énergétique, vous qui êtes à la tête d'un producteur d'énergie 100% renouvelable. C'est en effet l'ADN de Lyon Décideur, s'intéresser aux entreprises et à l'économie, mais toujours via le prisme des décideurs, les hommes et les femmes qui incarnent les entreprises. Pour vous interroger, avec moi, Vincent Longchamp, le rédacteur en chef de Lyon Décideur. Bonjour Vincent. Bonjour. Qui va vous poser la première question. Bonjour. Et donc pour cette première question, pour ouvrir ce premier grand entretien de Lyon Décideur, je voulais savoir quelle était votre définition à vous du décideur. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il se retrouve face à la décision à prendre, la prend. Même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. J'ai souvent une expression où je dis qu'un décideur, c'est quelqu'un qui prend une décision en étant toujours en nombre impair et jamais à plus de 2. Donc c'est ça pour moi un décideur. C'est quelqu'un qui, au moment où il faut prendre la décision, a passé du temps à écouter, à analyser, à entendre. Et puis au moment où il faut prendre la décision, il est tout seul. Même si c'est difficile. Alors, il y a encore peu de femmes dirigeantes de grandes entreprises. Vous êtes sans doute à la tête de la plus importante entreprise de la région lyonnaise en tant que femme. Est-ce que ça vous donne une responsabilité particulière ? Est-ce que vous avez l'impression d'être un exemple Alors ça, je ne le savais pas, donc je ne suis pas capable de vous dire si je suis à la tête d'une entreprise et que je suis la première à la tête d'une entreprise, c'est important. Je pense que le sujet n'est pas là. Ma responsabilité, elle est que lorsqu'on m'a demandé si je voulais bien prendre mes fonctions dans cette entreprise, c'était une responsabilité de savoir ce qu'allait devenir cette entreprise sous ma direction. Et ça me paraît plus important. Le fait que je sois une femme n'a aucune importance pour moi, en tout cas pas quand on parle de compétences. Donc je pense que on a le tort aujourd'hui de vouloir classer en fait par catégorie femmes, hommes. Il y a des très mauvais hommes patrons d'entreprise et il y a des très mauvaises femmes patronnes d'entreprise aussi. Hein. Et des deux côtés, il y a des bons patrons d'entreprise. Donc voilà, donc ma responsabilité pour moi, elle est vraiment d'être un patron, une patronne, je suis d'accord, mais c'est pareil, d'entreprise. Et donc, c'était surtout ça qui m'avait, je dirais, interpellée quand on m'a sollicité, c'est de me demander si je serais capable, effectivement, de faire quelque chose pour cette entreprise. On se souvient la déclaration de François Giroud qui avait dit en 83 nous aurons gagné le jour où on nommera des femmes incompétentes à des postes importants. Je la partage tous les jours. Et justement, vous parliez d'être une bonne ou un mauvais chef d'entreprise. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon chef d'entreprise et comment vous voulez exercer le pouvoir, vous, à titre personnel, avec vos valeurs ? Qu'est-ce qui vous porte dans votre notion d'exercer le pouvoir ? Alors pour moi, le pouvoir est essentiel parce que c'est le pouvoir de faire qu'il faut avoir. Et donc, quand on dit c'est un homme ou une femme de pouvoir, c'est insuffisant parce qu'en fait, il faut dire le pouvoir de quoi, hein. Il y a le pouvoir de nuisance, il y a le pouvoir de ne rien faire et puis il y a le pouvoir de faire. Et moi, je m'inscris dans le pouvoir de faire et donc je suis une femme de pouvoir de faire, hein. Et donc, on a besoin effectivement de ce pouvoir pour pouvoir réaliser ce qu'on croit, en tout cas être bien. Pour moi, la plus grosse difficulté d'un patron d'entreprise, c'est de conjuguer en fait le long terme et le court terme. On est assez nombreux à avoir une assez bonne vision, je crois, de ce que le marché ou de ce que le monde qui nous entoure est en train de devenir. La grande difficulté, c'est comment on accompagne la transformation entre ce qu'il faut que nous fassions aujourd'hui et ce que nous devons atteindre dans quelques années. Et ça, c'est le vrai rôle pour moi d'un patron d'entreprise, c'est de savoir conjuguer le long terme et le court terme. Alors justement, pour conjuguer le court terme et le long terme, quelle image aimeriez-vous donner de votre management ? C'est d'arriver d'abord à partager
partager avec les équipes pour qu'elles comprennent pourquoi on leur demande de faire des efforts, pourquoi on leur demande d'aller, de se transformer. J'avais un entretien justement avec un de mes collaborateurs ce matin et c'était un grand sujet. Les gens, je pense, ont besoin de comprendre. Ça manque beaucoup aujourd'hui, ce sens qu'on doit donner à l'effort. Et donc, passer beaucoup de temps à expliquer, à savoir où on va, pourquoi on y va, comment on va y aller ensemble, parce qu'un patron d'entreprise seul ne fait rien. Et je pense que c'est une grosse partie du travail d'un patron d'entreprise que de partager, d'écouter les difficultés. Voilà. Je pense, j'espère, j'en suis pas sûre. J'espère que c'est bien comme ça que je le fais. Mais pour moi, c'est assez important, effectivement. On ne peut pas entraîner les gens. On le voit dans beaucoup d'entreprises, ou même dans notre pays d'ailleurs. C'est pas parce qu'on a raison que les gens y vont. Donc en fait, il faut que les personnes qui vous accompagnent comprennent. Et je me rends compte que quand on pratique effectivement cet échange et cette pédagogie pour que les gens comprennent vraiment pourquoi, eh bien, on a beaucoup plus de résultats. Vous êtes architecte de formation. J'imagine que vous n'étiez pas prédestiné à devenir une grande chef d'entreprise. Comment vous avez appris au cours de votre carrière, comment vous vous êtes forgé ce costume de grand dirigeant ? Alors oui, je suis architecte de formation, j'ai même exercé pendant quelques années. J'ai toujours aimé bâtir des choses. Alors pas dans le terme forcément physique, puisqu'aujourd'hui je ne bâtis pas grand-chose, même si je bâtis une entreprise, mais j'ai toujours aimé construire, me projeter, accompagner, etc. Et donc très naturellement, pour des raisons vraiment personnelles, parce que mon mari déménageait tout le temps, il y a un moment où j'ai été obligée d'arrêter un petit peu, parce que j'exerçais en libéral, et donc je suis rentrée dans une entreprise qui faisait du bâtiment. Et ce qui n'était pas très loin d'ailleurs de mes bases d'architecte. Et puis voilà, et puis ensuite c'est l'appétence que j'ai eue pour le management qui m'a amenée effectivement à avoir une carrière un peu diverse. Après, je pense quand même que le métier d'architecte prépare à être chef d'orchestre et à diriger. Puisque les bons architectes en fait dirigent les entreprises. Voilà, donc finalement un architecte c'est un chef d'orchestre et un manager c'est aussi un chef d'orchestre. Donc je ne suis pas si loin que ça de la formation que j'ai eue, même si en apparence ça paraît très différent. Après en arrivant à la CNR, c'est là que je me suis rapprochée en fait de mon métier d'origine. Parce que lorsque j'étais avant dans les déchets ou dans les services à l'énergie, j'en étais un petit peu plus loin. En arrivant à la CNR, j'ai vraiment rassemblé à la CNR tout ce que j'avais appris dans ma carrière, que ce soit dans mon métier d'origine, d'architecte et d'urbaniste, hein, donc d'aménageur, hein, mais aussi quand j'ai travaillé dans le monde du déchet, où on se retrouve sur les fleuves avec des problèmes de déchets. Voilà, les services à l'énergie, on a tous les sujets d'économie d'énergie, etc., et d'usage raisonné de l'énergie. Et donc finalement, à la CNR, j'ai retrouvé tout ça, et je me retrouve plus proche maintenant de mon métier d'origine que je ne l'ai été pendant ma carrière. Justement, vous évoquiez les différentes entreprises où vous êtes passé. Comment est-ce que vous avez choisi ces entreprises ? Est-ce que c'est des propositions de groupe ou est-ce que c'est vous qui avez été actrice et qui avez voulu travailler dans telle et telle entreprise ? J'ai 2 défauts. 1, je suis très curieuse et 2, je m'ennuie vite. Donc, chaque fois que j'ai bougé, je l'ai voulu. Voilà. C'est quand j'ai passé un certain temps, quand je considère que j'ai fait mon travail, que d'autres peuvent le faire mieux que moi, quand il y a des relais à prendre, etc., et que je pense que j'ai fait le tour de la question, j'ai toujours demandé à bouger. Oui. Et j'ai eu à ce moment-là, on peut dire que j'ai eu la chance qu'on me propose des choses intéressantes. Mais j'ai toujours fait le choix de bouger. Et dans toutes ces expériences au cours de votre carrière, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé ? La stratégie de l'entreprise, le management des équipes, obtenir des résultats économiques. Qu'est-ce qui vous anime le plus au quotidien ? Les 3, mon capitaine. Les 3. Forcément les 3, parce que la stratégie, c'est ce qui, je l'ai dit, doit guider en fait l'action principale pour moi d'un dirigeant. Manager les équipes, voilà, c'est indispensable, je le disais tout à l'heure. Et puis, je suis un patron d'entreprise, même si j'ai des convictions, etc. J'ai toujours été persuadée qu'il faut gagner de l'argent quand on veut en redistribuer ou le consacrer à des causes. Donc, il faut gagner de l'argent. Donc, de toute façon, il faut quand même avoir des visions, je dirais, équilibrées entre l'économie et le plaisir. Alors, on va évoquer maintenant dans une deuxième partie votre vision de la transition énergétique et des problèmes de réchauffement climatique.
Sur ces questions de transition énergétique, vous êtes forcément bien sûr en première ligne avec la CNR et vous avez été assez sévère avec les entreprises, je dirais même plus encore qu'avec les pouvoirs publics. Vous avez déclaré il n'y a pas très longtemps, les entreprises n'ont pas pris la mesure du changement. Pourquoi, selon vous, elles ont trop le nez dans le guidon ou elles font le politique de l'autruche? Oui, je l'ai dit effectivement et ça a été extrêmement relayé, mais parce que je pense que ça a été relayé parce que c'est vrai. D'accord. Ce que je fais comme constat dans notre société, en général, société française, mais je peux faire le constat aux États-Unis ou ailleurs, c'est que les gens attendent toujours des autres quelque chose. Et aujourd'hui, pour lutter contre le changement climatique, les gens attendent que les pouvoirs publics luttent à leur place. Et ça ne marche pas. Donc on a deux catégories de gens qui doivent se mettre en mouvement. Une qui s'est mise en mouvement un petit peu, on le voit, qui est effectivement la population. Mais il y a une catégorie qui ne s'est pas pour moi mise en mouvement, ce sont les entreprises. Alors il ne faut pas en faire une généralité, parce qu'heureusement qu'il y a des entreprises qui bougent. Vous citiez tout à l'heure le chiffre de 120 000 entreprises dans la région. Je ne suis pas sûre qu'on en ait plus de 100 qui aient vraiment bougé. Donc c'est ça que je veux dire. Il y en a encore beaucoup trop qui n'ont pas pris la mesure du problème, alors même que le problème que nous vivons et que nous allons vivre peut les tuer. Et j'ai poussé ce cri parce que pour avoir travaillé avant dans d'autres univers, quand on avait un retournement de marché, quand on avait des clients qui avaient changé, on avait une capacité extraordinaire à bouger. Et beaucoup plus, je dirais, forte qu'on ne le croit. Et donc, bouger pour accompagner le changement climatique, c'est plus simple que de bouger pour accompagner un marché dans lequel la concurrence est féroce. Et je ne comprends pas pourquoi les entreprises ne mettent pas les mêmes moyens pour lutter contre ce que nous voyons et que nous vivons. Je ne comprends pas que les entreprises ne mettent pas les mêmes moyens que ceux qu'ils mettent pour gagner, conquérir, aller à l'autre bout de la planète, etc. Voilà. Et c'est ça mon cri d'alerte, c'est on dit mais on ne fait pas. Voilà, donc tout le monde va dire, mais bien sûr, moi je le fais, j'ai une politique RSE, j'ai décidé de diminuer ma consommation énergétique, mais en fait, on ne le fait pas. Voilà, enfin, peu de gens le font. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, ce n'est pas par les États que ça va arriver. Quand on regarde, finalement, ils ont relativement peu de pouvoir. Ils ont le pouvoir de réglementer. C'est quand même en train de se passer. Mais si ça ne suit pas au niveau des entreprises, on n'arrivera à rien, surtout qu'il y a une urgence. Donc on est loin de l'application de réglementations qui seront efficaces contre la vie des entrepreneurs. D'autant plus que, on le voit, il y a beaucoup de lobbying qui est fait, et là je parle plutôt des très grosses entreprises un peu partout sur la planète, je ne parle pas que de la France. Le lobbying qui est fait pour empêcher justement cette réglementation de naître est extraordinairement efficace. Donc voilà, donc la réglementation ne réglera pas le problème. Et justement, vous avez l'impression que votre cri est entendu ou que c'est, encore une fois, évidemment, souvent des personnes qui alertent sur ce sujet, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement essayer d'initier un mouvement, essayer que ce cri soit entendu ? Alors j'étais assez pessimiste il y a quelques années. Je suis devenue raisonnablement lucide et pas optimiste, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même des choses qui changent. Je veux par exemple citer Bruno Le Maire a fait ses vœux devant un certain nombre de chefs d'entreprise, beaucoup même de chefs d'entreprise. J'ai été très frappée qu'un ministre des Finances axe ses vœux sur la transition énergétique, écologique et une croissance verte. Et ça me rend, pour autant, entre le discours et la réalité, il y a encore certainement beaucoup d'années qui vont se passer pour que ça soit réel. Mais néanmoins, je trouve que dans le discours, il y a quand même une prise de conscience qui commence à naître. Et quand on a un ministre des Finances que je respecte profondément, mais qui jusqu'à présent n'a pas fait dans la poésie, et qui se met à évoquer ce sujet qui est un sujet grave, un sujet qui peut bouleverser le monde économique, bouleverser certaines entreprises, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, concrètement, qu'est-ce que je fais ? Bon, dans mon entreprise, on peut en parler, mais concrètement, j'ai la chance, en étant à la tête de la CNR, d'avoir plutôt une tribune. Voilà, je suis souvent invitée dans des tables rondes, je peux faire des articles ou intervenir comme aujourd'hui, et j'ai cette responsabilité que de ne pas pratiquer la langue de bois. Voilà, parce que si vous m'interrogez,
Moi, finalement, je pourrais me contenter de dire que je dirige une entreprise qui est plutôt pas trop mal dans ce domaine. Mais ça ne suffit pas, parce que la CNR et le Rhône ne vivent pas tout seuls sur la planète. Et d'ailleurs, nous sommes les mieux placés pour vous raconter que nous avons des problèmes aujourd'hui avec le Rhône et avec le changement climatique. Donc finalement, j'ai à la fois un rôle de lanceur d'alerte, en même temps une crédibilité de patronne de la CNR. Et puis j'imagine que c'est aussi à la conjonction de l'intérêt de l'entreprise qui, vous le disiez, est impacté sur le niveau du Rhône, et puis de convictions plus personnelles, j'imagine. Oui, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est vrai que j'aurais peut-être eu des difficultés, même si on m'avait fait des ponts d'or, à aller dans une usine d'armement, par exemple. Donc, c'est pas non plus un hasard si j'ai accepté la CNR. Parce que c'est une belle entreprise, effectivement, et que le fait, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit une entreprise qui produit 100% d'énergie renouvelable, mais pas que, puisqu'en fait, elle gère un fleuve. Donc, en fait, elle est aussi extrêmement présente dans tout ce qui touche à l'environnement. Donc, la biodiversité, les berges du fleuve, etc., la navigation. Bon, je ne vais pas refaire ce que vous connaissez, mais l'irrigation, le monde agricole, enfin voilà, c'est une entreprise très complète. Si on devait citer quelques réalisations, quelques actions concrètes que vous avez engagées, très liées à ces questions-là, qu'est-ce que vous citeriez spontanément dans cette région lyonnaise, évidemment? Plusieurs accélérations et puis des nouveautés. Une accélération qui a été sur tout ce qui touche à la biodiversité. Donc on consacre aujourd'hui des sommes importantes à la réhabilitation des bras morts du fleuve, c'est-à-dire à la réhabilitation des zones humides, de façon à ce qu'on ait de la biodiversité qui puisse se réinstaller, mais aussi que le fleuve puisse respirer. Donc ça, c'est une accélération, même si on avait commencé un petit peu avant mon arrivée. Aujourd'hui, c'est sans commune mesure. Une deuxième action, c'est le monde agricole, qui est un sujet qui me préoccupe énormément, parce que le monde agricole, je dis souvent, c'est un monde qui souffre. Je rappelle, et ce sont des chiffres réels, il y a 2 agriculteurs chaque jour qui se suicident. Donc, je veux dire, on est dans un monde qui est en pleine déshérence. Et puis, on ne s'en occupe pas beaucoup. Et c'est un monde qui souffre parce que le changement climatique l'impacte de plein fouet. C'est comme nous, il le voit tous les jours. Et donc, on a des problèmes de conflit d'usage sur le Rhône, puisqu'on a un monde agricole qui demande à avoir plus d'eau, parce que justement, ils ont des sécheresses énormes et ils demandent à avoir plus d'eau, alors que nous, on en a de moins en moins et surtout pas au bon moment. Donc, c'est surtout en période d'étiage fort du Rhône que l'agriculture a besoin de beaucoup d'eau. Donc, voilà, concrètement, on ne peut pas se contenter de dire non. Concrètement, on fait quoi ? Donc, concrètement, on accompagne le monde agricole, à la fois sur, je dirais, tous les sujets... Et comment vous l'accompagnez, justement, si on prend le cas de... Tous les sujets d'irrigation, irrigation existante, par exemple, où on les aide à optimiser en fait leur système d'irrigation. Il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de choses à revoir. On les aide dans tout. On accompagne plusieurs expérimentations le long du Rhône, soit la plateforme TAB, le site de Piolinck, etc., où on finance en fait des expérimentations sur des plantes qui résistent mieux au stress hydrique, sur des autres façons de cultiver. Sur des recherches qui sont faites sur la résistance au stress hydrique de certaines plantes à l'autre bout de la planète, etc. Voilà, ça sont des actions concrètes. On aide aussi, notamment sur la plateforme TAB, on aide à ce que la biodiversité reprenne un peu le pas sur nos exploitations agricoles, de façon à ce que naturellement, il existe, je ne vais pas vous donner les termes techniques, mais voilà, il y a un oiseau qui mange telle espèce qui détruit la feuille du pêcher, etc. Et ils ont disparu et ils sont réimplantés. Voilà, donc comment on diminue les intrants aussi, parce que ça nous concerne. Les intrants, c'est tous les pesticides, c'est tout cela. Et les pesticides, ils vont forcément à un moment dans le Rhône. Donc voilà, on ne peut pas se contenter juste de voir que concrètement, dernier sujet sur la navigation, nous travaillons actuellement sur l'hydrogène qui doit être déployé pour les barges fluviales avec un projet qui existe déjà avec CFT, mais notre intention, c'est de produire de l'hydrogène et d'alimenter tous les bateaux qui circuleront sur le Rhône dans quelques années. Donc le projet d'usine de piles à hydrogène, c'est très bien, c'est une région remarquable. Dès demain. On voulait faire un point aussi évidemment sur l'actualité de la CNR. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, dresser le bilan de l'année 2019 en termes d'activité, d'investissement et de développement ? Alors 2019 a été une année très riche parce qu'en matière de développement, nous avons acquis une société, ce qui pour CNR était je dirais, c'est pas habituel, puisque nous avons pris 100% d'une société qui s'appelle Volvé, qui est spécialisée dans l'éolien et le photovoltaïque.
Donc c'est une année importante pour nous. En termes hydrauliques, c'est une année très contrastée, comme toutes les années. C'est-à-dire, en fait, jusqu'au mois d'octobre, on était à la ramasse, si on peut dire ça comme ça. On n'avait pas d'eau, donc quand on n'a pas d'eau, on ne fait pas de chiffre d'affaires, puisqu'on ne turbine pas, et donc nos résultats s'écroulent. Et puis, à partir de mi-octobre, on s'est mis à avoir beaucoup d'eau. Et puis, on termine l'année aux prévisions, alors qu'on ne l'attendait pas du tout. Donc c'est une bonne année pour nous, même si elle n'a pas été constituée de choses qu'on attendait. C'est une bonne année pour nous. On ne peut pas parler de compte parce que nous n'avons pas encore obtenu l'accord, notamment de notre conseil de surveillance. Mais voilà, c'est une année où on est au rendez-vous. Hein. Et c'est une année au cours de laquelle on a commencé, je dirais, à préparer la dernière phase de notre prolongation. Et on est vraiment rentré dans la dernière ligne droite, même si on peut tomber sur une ligne droite, quelques mètres avant la ligne d'arrivée, mais on ne va pas le faire. Mais néanmoins, voilà, je reste prudente. On est dans la dernière ligne droite, donc c'est une année qui a été positive pour CNR. Alors justement, la prolongation de votre concession, donc l'échéance c'est 2023, c'est ça? Oui. Où est-ce que vous en êtes, notamment par rapport à Dans la dernière ligne droite. l'Europe? Oui, on en est vraiment. Ça veut dire qu'il y a quoi? Encore beaucoup de haies à franchir? Non, on n'a plus beaucoup de haies à franchir et on a 2 haies, enfin 3 haies encore à franchir. On a l'autorité environnementale, puisque le Rhône est un fleuve qui évidemment a une importance déterminante sur son environnement. Donc autorité environnementale, après on aura ce qu'on appelle une enquête dématérialisée auprès de quelques parties prenantes. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de réunions publiques puisqu'on les a eues dans le cadre de la Commission nationale du débat public. Et puis en fin d'année, on a le Conseil d'État puisque en fait notre avenant sera signé en Conseil d'État. Donc voilà, ça fait encore 3 obstacles à franchir. Mais on va les franchir. La CNR est une entreprise un peu particulière avec un actionnariat partagé entre le privé et le public, notamment dans le public, donc évidemment 180 collectivités locales. On se pose la question de savoir, est-ce que rendre compte à autant d'actionnaires privés et publics était plus compliqué que dans une entreprise classique? Et surtout, comment concilier des visions qui peuvent être à plus ou moins long terme en fonction de l'actionnaire? Alors c'est un modèle que j'aimerais voir généralisé en France. J'ai commencé par la fin de vos questions, généralisé en France, parce que je pense que c'est, et je pense sincèrement, pour ne pas avoir toujours travaillé dans des entreprises de ce type, que c'est un des rares modèles qui permettent de réconcilier profit et intérêt général, et de réconcilier privé et public, qui sont trop souvent opposés dans notre système. Alors, c'est pas plus compliqué, c'est plus complexe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est plus complexe parce qu'effectivement, l'équilibre est toujours difficile à maintenir, pas à obtenir, à maintenir. Et moi, je trouve assez fabuleux d'avoir autour de la table un actionnaire industriel qui nous pousse à nous améliorer sur un plan industriel, qui nous demande d'avoir des politiques achats plus efficaces, qui nous demande d'avoir des politiques sécurité plus efficaces, et qui aurait, dans un monde, je dirais... L'actionnaire privé, c'est Engie, 49,97. Voilà, mais c'est un actionnaire industriel. Le fait que ça soit Engie est effectivement c'est Engie, et c'est très bien que ça soit Engie. Mais ce que je veux dire, c'est ce que je retiens, je ne vais pas citer les 183 collectivités. Je parle de principe. J'ai d'un côté un acteur industriel qui nous amène le côté industriel, et de l'autre côté, j'ai un contrebalancement avec des acteurs publics qui sont un gros acteur public qui est plutôt habitué, je dirais, aux relations avec les territoires, etc. Et puis avec les acteurs des territoires qui sont effectivement les collectivités. Et c'est ce mélange entre ces 3 blocs qui fait la qualité de CNR. Et je pense, quand je dis, parce que quand vous dites CNJ... Et puis la Caisse des dépôts, voilà. Et la Caisse des dépôts, donc c'est NJ, la Caisse des dépôts et 183 collectivités. Mais quand je dis que ce modèle devrait être reproduit, je parle bien d'un acteur industriel, d'un gros acteur, je dirais, qui apporte cette connaissance, effectivement, des territoires, et en même temps des acteurs locaux. Et ce modèle pourrait être reproduit ailleurs, indépendamment de la CNR, de NJ et de la Caisse des dépôts. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça permet de concilier, ce que je disais tout à l'heure, des visions plutôt de court terme, qui seraient plutôt de réaliser les objectifs qu'on nous fixe, et en même temps des visions de plus long terme qui viennent en général, je dis bien en général,
plutôt de la partie publique. Je dis en général parce que ça fait maintenant bientôt 7 ans que je dirige cette entreprise et je pense que les frontières sont plus floues que ce que l'on croit. C'est ce que je vous demandais, si on parle de vision stratégique différente, est-ce que c'est forcément le privé qui veut des profits rapidement et le public, voilà, vous dites Non. que ce n'est pas aussi simple que ça au quotidien. Ce n'est pas aussi simple au quotidien. Et je pense que l'intérêt aussi, peut-être que dans une même entreprise, on mélange deux visions qui, à première vue, sont différentes, fait qu'elles se mélangent plus facilement. Et pour moi, on n'a pas d'un côté, parce qu'on m'interroge souvent là-dessus, on n'a pas d'un côté un industriel épouvantable qui veut à tout prix raser, et de l'autre côté, des gens vertueux qui, eux, seraient... Bon. Non. On a un industriel qui nous rappelle régulièrement qu'il est d'accord pour qu'on distribue effectivement de l'argent au territoire, par exemple, en accompagnant des projets au travers des missions d'intérêt général, qui vote toujours nos propositions. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans le profit de court terme, puisqu'en fait, ça enlève des dividendes. Hein. Et on a cet industriel qui nous rappelle avant de voter qu'il faut tout de même que nous gagnions de l'argent pour pouvoir le distribuer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important à rappeler, parce qu'on n'a pas d'un côté un industriel épouvantable et de l'autre côté des gens vertueux. On a un mélange entre les deux et qui s'effectue fort bien, parce qu'on est à 50%, enfin 49,97, 50,03. Mais je veux dire, on est à cet équilibre. On n'aurait pas la même chose si on était à 70-30 ou à 40-60. On a vraiment cet équilibre permanent. Et c'est l'industriel qui apporte les idées en termes de... Enfin, avec le dirigeant, évidemment, la dirigeante, mais en termes d'investissement, qui est moteur sur quels investissements stratégiques il faut engager. L'industriel nous apporte beaucoup en termes industriels. Et puis, par exemple, dans le développement des énergies renouvelables hors Rhône, c'est avec cet industriel que nous avons le plus de contacts quand nous développons un projet ou que nous achetons une société comme nous l'avons acheté. Parce que c'est avec lui que nous avons le plus de benchmarks, la connaissance de l'évolution de la réglementation. Ils sont confrontés en France et dans le monde en général au sujet des énergies renouvelables, bien sûr. Et on utilise cette force, et puis de temps en temps, on la tempère un peu par la partie plus publique. Allez, pour finir, Elisabeth Héron vous propose une petite interview particulière, un entretien d'embauche. On imagine qu'il vous reste un peu moins d'1 an à faire à la CNR, dans le cadre de votre mandat qui a été renouvelé. C'est faux, précisez-le tout de suite. Voilà, il a été renouvelé en 2018 pour 5 ans, mais on se projette, on dit, voilà, il vous reste un peu moins d'1 an. Et on imagine que vous êtes sélectionné par un chasseur de tête et qui veut vous proposer donc un entretien d'embauche pour une nouvelle direction générale d'entreprise. Et il vous pose quelques questions avant de donner votre nom pour la shortlist. Vincent, la première question. La première question, c'est, vous avez déjà répondu un petit peu, mais est-ce qu'il y a des secteurs économiques que vous excluez de travailler dedans ? Oui, bien sûr. Je n'irai pas travailler dans un secteur qui ne soit pas en harmonie avec mes convictions. Donc, du coup, il y en a beaucoup. Quelques-uns. Vous avez cité les armes tout à l'heure. Oui, j'ai cité l'armement, mais voilà, non. Pour moi, je fais partie de cette très jeune génération qui aujourd'hui met avant tout la responsabilité sociétale des entreprises en premier dans le choix que je ferai. Je refuse toujours quand on me sollicite, je le dis aussi pour que ça se sache. Mais si je faisais effectivement cet exercice, la première chose que je regarderais, c'est est-ce que l'entreprise dans laquelle je vais est en harmonie avec la vision que j'ai de ce que nous devons construire dans le monde d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, pas de demain. Je n'irai pas dans une entreprise sale qui me promettrait d'être propre demain. Je demanderai un peu plus. Alors en l'occurrence, il s'agirait de diriger une entreprise qui est cotée en bourse, avec un actionnaire familial qui détient pas plus de 15%, avec des financiers amis 25%. Donc c'est une société qui est opéable. Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous hésitez ? Non. Compte tenu de ces éléments ? Je n'ai pas peur. Mais non, on ne peut pas avoir eu la carrière que j'ai eue avec tant de changements et avoir peur du changement. Donc non, pas du tout. Ça ne me bloquerait pas. Quelles seraient vos prétentions salariales ? C'est une bonne question. Est-ce que je voudrais gagner plus d'argent que ce que je ne gagne aujourd'hui ? J'en suis pas sûre arrivé à mon âge. Je pense que c'est pas ce qui me fait. D'ailleurs, c'est pas ce qui m'a fait accepter d'aller à la CNR, puisque je suis dans une entreprise qui est contrôlée. Vous pourriez gagner plus dans un autre type d'entreprise à un poste égal. Oui, on m'a proposé beaucoup plus. Beaucoup plus. Pourquoi je n'ai pas accepté ? Parce que l'argent arrivé à un certain moment. Attention. C'est pour ça que je dis, arrivé à un moment de sa vie, l'argent n'est plus le seul, je dirais, le seul objectif dans l'évolution. Il n'est pas suffisant pour me faire basculer. J'ai souvenir, je le dis parce que
Thomas, qui est San Marco, qui est à côté de moi, le confirmera. Je lui avais dit, ah, quand même. Mais Proposition. c'était une belle proposition, mais j'ai pas hésité. J'avais dit non avant, hein. Mais j'avais dit, ah, quand même. Donc voilà, donc non, c'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, ça sera... D'abord, est-ce que vous pourriez me poser la question pour la CNR, parce que c'est une entreprise atypique. Qu'est-ce qui m'a fait venir à la CNR? C'est pas le salaire de la CNR, parce que je n'ai pas gagné mieux ma vie. Hein. Mais j'ai même envie de dire, je l'aurais certainement mieux gagné si j'étais restée dans mon monde d'avant. Mais ce qui m'a fait venir à la CNR, c'est la promesse. Voilà. C'est la promesse de pouvoir faire quelque chose, c'est la promesse d'une entreprise qui a un rôle à jouer, c'est la promesse de faire quelque chose. Alors, justement, pour cette entreprise, peut-être Est-ce qu'elle a des promesses? Le management de l'entreprise est divisé entre deux visions très claires de l'avenir de l'entreprise pour les 10 ans qui viennent. Est-ce que vous acceptez le challenge? Évidemment, ce sera à vous de redéfinir la stratégie de cette entreprise. Vous êtes en train de me dire que l'entreprise va être divisée en deux? Pas forcément, non, mais que s'affrontent actuellement à la tête de cette entreprise deux visions différentes de l'avenir de cette entreprise. Moi, si le chasseur de tête me dit ça, je dis je veux bien le regarder. Après, il faut rentrer dans le détail pour répondre, c'est trop général. Il faut regarder quelle est l'histoire, pourquoi on s'affronte. Voilà, bon, ça peut être rédhibitoire, par exemple, de deux personnes issues de la même famille qui s'affrontent pour des raisons qui me dépassent, et à ce moment-là, je n'irai pas. Ou ça peut être deux personnes qui pensent chacune avoir raison, et à ce moment-là, j'irai. Sachant qu'on vous dit que c'est vous qui allez définir la stratégie à venir. D'accord. Et il se trouve que c'est une mission pour 3 ans. Oh, c'est un peu court, ça. Hein. Éventuellement avec un an optionnel de plus. Non, ça ne mois. se négocie pas. 3 ans, vous ne faites pas. Non. D'accord. Déjà, je discutais... Ça veut dire que vous supputez qu'elle va être vendue, cette entreprise? Non, oui, je peux supputer plusieurs choses, mais au-delà de la supputation, pour un patron d'entreprise, il faut avoir un peu de temps pour mettre en place. Hein. C'est pour un homme politique d'ailleurs aussi. Hein. Il y a des actions de long terme qu'il faut avoir le temps de mettre en place, et quand vous prenez une entreprise en main, vous avez beaucoup d'actions de court terme d'abord qu'il faut mettre en place aussi. Hein. Et donc vous n'avez pas le temps en 3 ans de faire quelque chose. Enfin, en 3 ans, vous effleurez. Donc je n'accepterai pas. Et peut-être pour conclure, vous nous avez déjà un peu répondu avant, mais quels sont les 3 critères qui vous feront dire oui à un poste? Vous avez déjà parlé de vos convictions. Quels seraient les 2 autres, s'il fallait en trouver 2 autres? Alors je vais vous répondre d'une autre façon, puisque je ne suis pas demandeur de bouger. J'ai été sollicitée, et c'est dans mon rôle, je considère, je participe à d'autres conseils d'administration. D'accord, parce que je considère que le rôle aussi d'un patron, il y a beaucoup de rôles tout à l'heure, mais il y a un rôle très clair pour moi qui est l'ouverture aux autres et d'aller voir justement d'autres univers de façon à pouvoir en avoir aussi les bons côtés. Et j'ai été sollicitée pour plusieurs conseils. Bon, plusieurs conseils, j'ai refusé, mais parce que voilà, c'était pas forcément ce que je souhaitais. Mais j'ai accepté notamment de rentrer au conseil du CEA. D'accord ? Je me suis posé cette question quand on m'a sollicité, parce que le CEA, pour moi, c'est resté quand même très nucléaire. D'accord ? Et quand vous êtes patron d'une entreprise comme CNR, c'est pas forcément mon... Et en même temps, j'ai fait confiance à son administrateur général, enfin à son patron aujourd'hui, parce que dans le EA, il y a longtemps que ça a changé, mais lui, la firme, c'est énergie alternative. D'accord ? Et donc, par exemple, pour répondre à votre question, c'est pour ça que les questions d'ordre général méritent toujours d'être détaillées. Hein. Par exemple, on peut effectivement, moi qui suis plutôt une militante des énergies renouvelables, accepter d'aller siéger au conseil du CEA parce que je pense que je peux contribuer, en tout cas c'est comme ça qu'il me l'a présenté et je le sens vraiment, contribuer à régulièrement rappeler à chacun que énergie alternative, ça existe et qu'il y a beaucoup à faire. Et je suis d'ailleurs très admirative de ce que fait l'Oliten et tout ce qui se passe au CEA à Grenoble. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est pas aussi simple de répondre à une question générale. Hein. J'ai accepté récemment aussi de rentrer au conseil de SNCF Réseau, parce qu'il y a de tels sujets d'infrastructure, de tels sujets d'entreprise publique, d'accord ? Avec des sujets de dette, des sujets de transformation, que je trouve ça passionnant. Et pour autant, vous poseriez la question d'ordre général, je vous dirais non.
Mais si, quand on me le présente, je le regarde et j'y vais. Très bien. Pour finir, il nous reste 30 secondes. Si vous aviez un vœu à exprimer, il y a encore quelques jours pour exprimer ces vœux. Quel est le vœu que vous formuleriez pour 2020? Que ça va être un vœu professionnel, pas personnel, hein, sinon j'en ai. Que je serve à quelque chose. Il y a toujours cette question, est-ce que je fais est utile? Donc j'espère que je servirai à quelque chose. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth Merci Héroux. beaucoup. Merci Vincent. C'était donc le premier grand entretien de Lyon Décideur. Rendez-vous dans un mois pour le deuxième grand entretien. Et puis d'ici là, bien sûr, découvrez Lyon Décideur, achetez-le, abonnez-vous. Merci, au revoir.